Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Merci. Alors, je voulais répondre à la question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi la France à Doha? Pourquoi les ministres des Affaires étrangères étaient à, je crois, à Washington, chez Marco Rubio? Et puis tout ça, c'est la question vraiment à laquelle je vais répondre. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont répondu là-bas. Moi aussi, je vais donner un peu de ma sauce, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais parler des accords entre l'Ukraine et les États-Unis. Qu'est-ce que nous, comme pays, on peut apprendre de ces accords? Parce que nous aussi, on veut signer un accord avec les États-Unis. Là-dessus, il y a aussi beaucoup de commentaires. Je vais parler un peu, d'après mon analyse, je vois comme si Top Congo est divisé en trois. J'ai l'impression qu'il y a un camp qui soutient l'opposition, il y a un camp qui soutient un peu le pouvoir et puis il y a un camp qui paraît être neutre. Je ne sais pas. Alors, on va voir, d'après mes analyses, je pense que Chrétien Lusakwenu, Madame Myriam Bokechu sont d'un côté, Thierry Kambund et Osé Manzaza d'un côté, et puis il y a Trésor qui est peut-être un peu l'équilibriste, il est un peu au milieu. C'est comme ça que je suis en train d'interpréter quand j'écoute les réponses et la façon de faire les choses. Alors vous allez peut-être me contredire, hein? Vous allez me contredire, c'est possible, mais c'est seulement mon analyse personnelle. Et puis, on va parler de cette histoire de sortie de l'opposition avec un communiqué. On va en parler, tout le monde en parle, moi aussi je vais en parler. Alors, la première des choses, je veux dire, il faut savoir que Martin Macaulay va combattre aujourd'hui, il va combattre à Djagba, le Nigeria. Donc, pour nous, amateurs de la boxe anglaise, on va se régaler ce soir. Ok, non, je regarde beaucoup de boxe. Alors, je ne sais pas, mais je sens que Martin est vraiment très fâché parce qu'il y avait vraiment, à la présentation, vraiment, c'était intense. Donc, ce soir, hmm, peut-être on va danser le Moutouachi ce soir, hein, parce qu'il y aura la victoire. Alors ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors il faut regarder, il faut encourager Martin Bacol. La guerre va vers sa fin. Je ne sais pas si vous sentez l'atmosphère de la fin de la guerre. Moi, je la sens. Maintenant, tout le monde même. Est-ce que vous voyez, même à Kinshasa, tout ça, il y a la guerre encore, hein, à Lubero là-bas, mais on n'en parle vraiment plus. Moi, personnellement, je parle de moi-même. Vraiment, même s'ils sont en train de se battre, je fais même plus attention à ça. Pourquoi? Parce que je pense, c'est comme la pluie, non? Ça a plu, il a plu, il a plu. Il y avait beaucoup de gouttes, de grandes gouttes, et tout à coup, petit à petit, il y a des petites gouttes, le soleil apparaît et c'est la fin de la guerre. Alors, c'est cette atmosphère-là que moi, je suis en train d'entrevoir. Alors, et puis, non pas seulement ça, dernièrement, là, il y avait, je pense que c'était hier, alors le Rwanda et le Congo continuent à négocier, ils ont envoyé leurs propositions, maintenant on est en train d'attendre vraiment la signature des accords proprement dit. Alors, quand est-ce que cela va se faire? Moi, je ne sais pas. N'oubliez pas, j'étais en train de prévoir que cette guerre va finir vers mai, vers juin, ou vers juillet, ou vers août. Alors, je ne sais vraiment pas quand est-ce que les accords vont être signés. Il y en a qui disent c'est dans 3 semaines. Alors, comme moi, je connais Trump, parce que Trump, c'est un homme d'événements, c'est un homme de communication, c'est un homme des apprentis. Il aime le show. Alors, et s'il y a maintenant beaucoup de présidents africains qui vont venir pour témoigner de ces accords-là, ça va être un événement. Et surtout que lui, vraiment, il est dans l'eau actuellement au niveau, au niveau de l'économie, au niveau politique. Sa popularité est vraiment très basse. Alors, je pense que tout ce que lui va faire, c'est quoi? Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir chercher absolument à faire un événement. Alors, je m'imagine, s'il veut faire un événement, ça pourrait être le 30 juin.
Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, si c'est vraiment, si la République démocratique du Congo peut faire que ces accords-là se fassent signer le 30 juin, parce que c'est la symbolique qui est importante pour moi. OK, Trump lui-même aime aussi les symbolismes. Mais dernièrement, il a signé les accords avec l'Ukraine après ces 300 jours, hein, tout simplement. Ces 300 jours, il va prouver quelque chose. Mais pour nous, ça va être un accord historique, un jour historique. Pour moi, c'est le jour comme si le Congo renaît. C'est comme si un jour où le Congo dit, à partir d'aujourd'hui, je prends l'envol de mon développement. C'est comme une seconde d'indépendance, vous comprenez? C'est un jour important. Alors, je veux que ça soit vraiment... Normalement, je ne sais pas, dites-moi, ça pourrait être même un jour férié. Ça pourrait être un jour férié au Congo où vraiment on se rappelle de ce que ces 30 ans de guerre ont fait de nous comme nation. Alors, je ne sais pas, je pense que le 30 juin, c'est une bonne date, mais moi, peu importe le jour, on peut déclarer cela un jour férié parce que ça va être des accords historiques, mettre fin à 30 ans de guerre et de viol et des choses comme ça. Et comme je l'ai dit toujours, ces jours-là, le président Tshisekedi va entrer dans l'histoire définitivement comme quelqu'un qui a mis fin à 30 ans de guerre. Mais maintenant, parlons maintenant de quoi? De cette histoire de la France. Qu'est-ce que la France est allée faire à Doha et aux États-Unis? D'abord, si je suis vraiment faible, hein, si je vais donner une réponse très simpliste, je vais dire tout simplement que comme beaucoup de gens disent, la France est allée là-bas pour faire capoter le deal entre les États-Unis et l'Union européenne, entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Alors ça, je ne pense pas un instant. La France n'a pas ce pouvoir-là. La France n'a pas ce pouvoir de faire capoter ce deal. Je ne vois pas. Alors, ok, c'est possible, mais je ne vois pas. Parce que, je voulais dire, c'est possible que je me trompe, mais je ne vois pas la France empêcher que ce deal arrive. Alors là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que peut-être il y a des gens qui disent la France veut peut-être aller là-bas pour soutenir le Rwanda, comme ici il y a une certaine proximité entre la France et le Rwanda, c'est possible. Les Mushikwabo, les comme ça, c'est possible que la France est là-bas aussi pour soutenir le Rwanda. Ça non plus, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, c'est peut-être pour soutenir la SENCO et cesser dans leur initiative une façon de faire pression sur Tshisekedi pour faire... C'est comme si derrière la SENCO, il y a l'opposition. Alors, pour soutenir cette histoire de dialogue national, parce que comme vous voyez, la SENCO est en perte de vitesse, n'a plus vraiment d'impact. Alors, ils cherchent vraiment des appuis parce qu'une fois si ces accords sont signés, c'est fini, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus rien. Donc, c'est la seule possibilité pour les gens de la SENCO d'obtenir cette histoire de dialogue intercongolais. Alors là, c'est possible, c'est possible. Alors je vois la France jouer ce rôle-là, c'est possible. Mais permettez-moi de vous donner mes quelques avis pourquoi je pense que la France est allée aux États-Unis et est allée à Doha. La première des choses, je pense que la France veut sauver sa face. La France, l'Union africaine veulent sauver leur face. D'abord, je m'imagine, parce que Marco Rubio a dit, on leur a dit que cette guerre est insoluble. Alors je m'imagine qui sont ces gens qui sont allés dire aux États-Unis que cette guerre est insoluble. Alors je m'imagine que ces gens-là, c'est la France. C'est la France ou même les gens de l'Union européenne qui sont allés dire que non, c'est quelque chose, on a tenté, c'est difficile, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'implications. Alors, il dit c'était insoluble, c'était difficile à résoudre. Maintenant, les États-Unis viennent seulement, pas même 3 mois,
on a imposé les accords et bientôt peut-être ces accords-là seront signés. Vous voyez que la France vraiment doit faire tout pour ne pas faire perdre la face. Pourquoi? Parce que peut-être, comme je l'ai dit, moi je pense que ce sont les mêmes accords qui devaient être signés le 15 février, le 15 décembre à Luanda qui ont été signés aux États-Unis. Alors la France qui s'est dit une puissance régionale, la France qui s'est dit avoir de l'influence en Afrique, n'a pas amené le petit Rwanda, la République démocratique du Congo, à signer cet accord-là en Afrique. Ce qui est aussi une honte pour toute l'Afrique et l'Union africaine. Alors, maintenant, il fallait sauver la face de la France, sauver la face de l'Union africaine. N'oubliez pas que derrière l'Union africaine, il y a toujours la France. Et la France veut par cela, non pas seulement sauver sa face, mais revenir comme un acteur dans ces jeux de diplomatie. Donc, sauver la face face aux États-Unis, parce que les États-Unis leur ont volé la vedette. Et alors, ils essaient un peu de redevenir un acteur majeur en Afrique. N'oubliez pas que la France, depuis que la France, on l'a chassé là-bas, Burkina Faso, Niger, Mali. Maintenant, ils ont mis des problèmes sérieux avec l'Algérie actuellement. Donc, la France est très mal vue en Afrique. Très mal vue en Afrique. Alors, la France a changé. La France ne veut plus coopérer avec les pays francophones. La France maintenant cherche, comme à l'histoire, à l'image de Commonwealth, la France essaie maintenant de s'attirer les pays anglophones, les Nigeria, même les lusophones, les Nigeria. Maintenant, il y a l'Angola. Mais je pense, mais la Guinée, quoi, la Guinée, comment dire, la Guinée-Bissau, l'Angola, le Kenya, l'Ouganda, même la Tanzanie. Donc, la France, elle veut redevenir encore une fois une actrice majeure en Afrique. Parce que tout le monde savait que c'est en Afrique où la France a son influence. Mais c'était l'Afrique francophone. Maintenant, la France n'est plus aimée à l'Afrique francophone. Elle essaie de s'établir, de diversifier ses relations en Afrique par le moyen de l'Afrique anglophone. Alors, c'est pour cette raison la France est là-bas à Doha, nous tout simplement pour être présent comme force qui influence l'Afrique. On dit toujours l'Afrique, c'est comme le carré protégé de la France. Alors, vous voyez, d'autre part, je pense que la France ne veut pas perdre Kinshasa parce que vous savez que nous, à Kinshasa, là, nous n'aimons plus la France. Hein? Tout le monde veut qu'on sorte de cette histoire de francophonie, tout ça. Alors, la France vraiment veut que non, qu'elle reste dans les jeux. Et pour cela, la France veut démontrer à tout le monde que non, et la France est neutre. La France ne veut pas s'ingérer. La France est pour la diplomatie. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est comme on traite la Russie, avec la Russie et l'Ukraine. C'est comme ça on traite le Congo aussi et le Rwanda. Donc, essayer un peu de nous manipuler, nous les Congolais, pour montrer que non, ils s'engagent à vouloir trouver la paix. Parce que nous savons que la France a toujours été, à cause peut-être de Total et à cause du rôle que le Rwanda joue pour sécuriser leurs intérêts et tout ça, la France, hein, la perception à Kinshasa est que la France est contre nous, le Congo. Alors, la France veut absolument jouer un rôle. Surtout jouer un rôle de contrepoids, comme en Ukraine, contre la Russie d'abord. Ça, c'est comme une guerre entre la Russie et la France en Afrique. En Afrique. Alors, jouer aussi un rôle de contrepoids contre la Chine. Jouer un rôle de contrepoids contre les États-Unis. C'est le même rôle que la France a joué dans cette histoire d'Ukraine, où quand Trump a dit, voilà, nous, il faut faire la paix et tout ça. Alors, les Français ont dit même, oh, nous, on veut envoyer les militaires. Ils se sont organisés
pour absolument faire bloc, toute l'Union européenne, à part quelques pays exceptés, faire bloc pour barrer la route aux États-Unis. Et vous voyez, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est quand vous allez attendre parler des accords que vous allez comprendre que la France a joué un rôle important pour bloquer les États-Unis. Alors la France ne veut pas faire partout où les États-Unis parlent. La France veut aussi être là-bas pour sécuriser les investissements français, mais surtout pour sécuriser les investissements européens. Alors n'oubliez pas que le Congo, vous le voulez ou pas, l'avenir du monde va se jouer en Afrique. Et le Congo est vraiment au centre de ces enjeux. Alors, on ne peut pas laisser les États-Unis signer des accords, signer de deals et tout ça, et le reste du monde n'est pas là. Et la France représente l'Union européenne dans cette histoire. Alors, ici, vous savez qu'il y avait cette histoire de MOU, ou je ne sais pas, Memorandum of Understanding entre l'Union européenne et le Rwanda. Mais imaginez maintenant, à cause de la mauvaise perception que nous, Congolais, on a de la France, c'est possible que ce deal-là ne va pas fonctionner une fois s'il y a la paix et que le Congo a la souveraineté sur nos minéraux. Là. Ça va être difficile, si la France n'est pas présente à ce moment ici, de revenir pour prendre quelque chose au Congo. Croyez-moi, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors, la France veut prouver qu'ils ne sont pas dans la diplomatie transactionnelle comme la diplomatie de Trump. D'ailleurs, c'est ce que le ministre belge a dit. Nous ne sommes pas des hommes qui font de la transaction. Ça veut dire que nous faisons quelque chose pour recevoir quelque chose. Parce que c'est toi, Trump, hein, il vous amène la sécurité, il veut recevoir des minéraux ou des choses comme ça. Donc, cette diplomatie-là, alors c'est comme ça qu'il va faire ces contrepoids-là, montrer que nous sommes autrement. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, comment tu peux comprendre cela? C'est en analysant vraiment les deals qui venaient d'être signés entre les États-Unis et l'Ukraine. Dans ce deal-là entre les États-Unis et l'Ukraine voulait, comme nous, la sécurité. Alors, d'abord, c'est un élément important, ce que je veux dire, c'est que quand il était à l'Oval Office, ou je ne sais pas comment ça se dit en français, à l'Office Oval à Washington, l'administration de Trump, le ministre le ministre des Finances avait déjà préparé un accord que l'Ukraine devait signer. Alors, Dieu merci, et pas Dieu merci, moi je dois dire Dieu merci, mais je vais dire tout simplement que cet accord-là ne pouvait pas être win-win. Ça veut dire que l'Ukraine devait tout simplement signer un fait accompli et tout ça. Maintenant, le président ukrainien avait refusé de signer ces accords-là. En refusant de signer ces accords-là, il a sauvé son pays. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Trump est le premier qui reconnaît que ce pays-là aime son pays. Et non pas seulement aime son pays, il se met pour défendre son pays. Alors, c'est pour cette raison, pour les gens qui vont négocier avec les États-Unis, c'est pourquoi je dis ceci, il faut savoir que Trump comprend seulement le rapport de force. Si vous tenez tête, il va vous respecter. Si vous ne tenez pas tête, il ne va pas vous respecter. Dans ce cas ici, il a respecté l'Ukraine. Et pourtant, l'Ukraine était dans une position de faiblesse énorme. Donc, on voulait juste lui faire signer des accords comme un robot. Alors, il a dit non. En disant non, il a vraiment... il reçoit le respect des États-Unis et de Trump lui-même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des questions, c'est qu'il devient un win-win. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui prennent tout simplement maintenant, c'est l'Ukraine gagne, mais les États-Unis aussi gagnent. Ça devient, d'une certaine façon, équilibré. Alors, non pas seulement le deal est équilibré, l'Ukraine
a reçu quand même de ce deal beaucoup de choses. Il a accordé le sous-gang, je ne sais pas comment on dit ça, il a accordé que les États-Unis aient accès à leurs minéraux, à leurs terres rares. De cela, il a demandé que la dette soit complètement annulée, que les États-Unis participent à la reconstruction, mais en même temps, le but de l'Ukraine, c'est de devenir membre de l'Union européenne. Donc cet élément-là lui a été aussi sécurisé. Alors, non pas seulement ça, l'Ukraine garde la même mise sur ses ressources, ça veut dire la souveraineté sur ses ressources. C'est l'Ukraine qui décide avec qui elle fait les affaires. Elle va recevoir des effets militaires, de l'armement pour continuer à combattre et à sécuriser son pays. Mais la seule chose qu'il y a ici et que je trouve vraiment comme une faiblesse dans cet accord, et c'est là où nous devons aussi faire très attention, c'est que le ministre des Finances a dit quelque chose comme quoi l'Ukraine doit être souveraine, l'Ukraine doit être libre. Et il a dit, mais s'il y a beaucoup d'investissements américains qui viennent, parce que les sociétés américaines vont s'installer et vont faire des affaires avec l'Ukraine, il n'y aura plus de guerre parce qu'il y aura la sécurité où les États-Unis seront obligés de sécuriser les investissements américains. Le problème est que l'Ukraine voulait un accord de sécurité, mais l'Ukraine n'a pas reçu cet accord de sécurité. Ce qui fait que la Russie peut toujours continuer à envahir l'Ukraine. Alors c'est là où il y a les dangers parce que nous ne voulons plus que, après avoir signé cet accord, il n'y ait pas de la sécurité. D'abord, je comprends que ce sont des réalités différentes. Ça, je comprends que ce sont des réalités différentes parce que le Congo a beaucoup de minéraux. Le Congo est au niveau de la stratégie, au niveau de la géostratégie, vraiment au milieu de l'Afrique. Ce qui pourrait faire que les États-Unis disent, nous voulons ouvrir un centre de commandement en Afrique, au Congo. C'est possible. Hein? Avec les centres de commandement viennent les militaires parce que les États-Unis ne veulent plus avoir de militaires dans d'autres pays. D'ailleurs, ils essaient même de récupérer les militaires qui sont ici en Allemagne pour qu'ils quittent, qu'ils repartent. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau-là, c'est peut-être Eric Prince qui va venir, je ne sais pas. Mais au niveau de la sécurité, il faut faire très attention parce que si l'Ukraine n'a pas reçu cette sécurité-là par les accords signés, c'est possible que le Congo démocratique ne recevra pas cette sécurité, cet accord de sécurité. Et peut-être ils vont dire la même chose comme pour l'Ukraine. Nous apportons de l'argent, nous apportons des investissements et au travers de ces investissements-là, nous allons sécuriser. Ça devient une sécurité indirecte, je veux dire. Alors ça, il faut maintenant réfléchir pour les gens qui négocient. Pour les gens qui négocient, il faut voir cela. Maintenant, j'étais en train de dire que tout simplement en regardant M. Lusakun, en regardant l'interview de M. Christian Luswakweno avec Patrick Mouyaya, je pouvais me poser certaines questions. D'abord, par rapport à la SENCO. Parce que quand il posait la question à M. Mouyaya, il a dit pourquoi le président refuse le pacte social, une initiative réfléchie. Et il voulait présenter que l'initiative de la SENCO était beaucoup plus réfléchie et c'était meilleur que tous les accords que le Congo est en train de chercher
dans le monde avec le Rwanda. Dieu merci, parce que Patrick Mouyala a repris tout de suite. Vous êtes journaliste et vous dites que cette initiative est réfléchie. Alors, mais ça montre quelque chose. Ça veut dire que M. Lusakweno croit vraiment que l'initiative de la Sénéco est réfléchie. Alors, n'oubliez pas que monsieur le coordonnateur du pacte était chez M. Lusakweno lui-même. M. Lusakweno faisait mine de quelqu'un de sceptique. Je vous avais dit que ce que moi je sentais, c'est comme si ces messieurs-là est venu tout simplement pour nous vendre cette idée-là, nous faire de la propagande. Ce qui me conduit à, ce qui me pousse à dire que est-ce que M. Lusakweno est pour le dialogue initié par la Senco et ECC? Est-ce que vraiment à quoi cette initiative-là est réfléchie? À quoi elle est meilleure que les autres initiatives? Il ne faut pas me dire que parce que non, ça va produire la cohésion nationale. Parce que si dans ce cas-là, si c'est comme ça, vous êtes en contradiction avec Thierry Kamboudi, lui qui pense, parce qu'après chaque élection, vous avez vécu en France, après chaque élection, il y a des frustrés. Partout, il y a des frustrés. Est-ce alors, après chaque frustration, après chaque élection, il faut organiser un dialogue national? Ça va être vraiment quelque chose de spécialement congolais. Et pourquoi ce dialogue national doit être initié par la Senco? Alors, je ne sais pas à quoi vraiment cette initiative est réfléchie. Qu'est-ce qui est de réfléchi si les gens prennent vraiment leur bâton de pèlerin et vont partout pour parler du mal de la République démocratique du Congo et du président de la République et vouloir revenir pour chercher sa légitimité, pour venir chercher son accompagnement? Qu'est-ce qui est de légitime à ça? Qu'est-ce qui est de réfléchi à ça? Et vous pensez vraiment que les gens de la Senco sont des gens neutres? Alors, c'est la même chose, je vois Madame Bokechu qui dit que non. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle a dit comme quoi les hommes de Dieu sont remplis de sagesse, et ils font du bien, ils ont prévenu la guerre, je ne sais pas, c'était du n'importe quoi là. Alors, je ne sais pas, c'est ce qui me fait dire que dans ces cas-là, j'ai l'impression de par la façon de répondre aux questions, surtout sur l'Église catholique et la Senco, je comprends qu'il y a des gens qui ont une obédience, des gens de la Senco et des gens de l'opposition qui soutiennent les Fayulu, les Sesanga, les Chole et les choses comme ça. Vraiment, ça décourage. Hein? Alors, mais c'est bon, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Hein? Alors, il y a de l'autre côté, je vois quelquefois Thierry Kambundi et je vois M. Osé Mazanza, je trouve, leurs analyses sont correctes, sont posées, tout ça. Et surtout que ces gens-là posent des questions vraiment très dures, surtout à l'égard de la fameuse opposition et du fameux dialogue. Et puis, il y a M. Trésor que je crois, lui, je ne sais pas, c'est comme aux États-Unis, un indépendant. Il est un pied dedans, un pied dehors. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut les situer. Seulement, il faut nous faire vraiment nous épargner de nous vendre l'Église catholique comme un élément, comme un apporteur, ou je ne sais pas, est-ce que ce mot même existe? Comme les gens qui apportent quelque chose de positif dans notre pays. En tout cas, moi, je ne sais pas, vous devez m'expliquer. Moi, je ne sais pas ce que l'Église catholique, depuis la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, a fait du bien dans notre pays. Je ne connais pas. D'ailleurs, ça serait, comme j'ai l'impression que vous êtes des catholiques, ça serait bien si l'Église catholique pouvait aussi faire peut-être des états généraux sur la gestion de l'Église catholique, sur les problèmes de pédophilie, de viol dans l'Église catholique, mais aussi d'adultère dans l'Église catholique. Vous le savez.
D'ailleurs, ça m'étonne. Si vous allez vraiment dans les églises comme ça, où les gens sont en train de violer les gens et vous chantez tous Alléluia avec ces gens-là, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est pour cette raison, je ne sais pas comment je fais pour classer. Parce que vous devez faire, si vous êtes membre de cette église-là, vous devez voir que ces gens-là n'ont aucune autorité morale, aucune probité morale. C'est les gens de l'église catholique. Cela me conduit à parler de mes frères opposants. Alors, à parler de mes frères opposants, je ne sais pas, la première des choses que vous savez, est-ce que, entre nous, est-ce que vous n'avez pas un peu pitié de Martin Fayoul? Est-ce que vous n'avez pas un peu pitié de Martin Fayoul? Parce que c'est le seul là, dans ce groupe de ce qu'on appelle opposés à péter tout ça, c'est le seul qui me paraît être encore vierge d'une certaine façon. Excusez-moi l'expression. Hein? Mais en tout cas, seulement, je ne sais pas, c'est peut-être, tu sais, quelquefois quand les gens sont leur tête très vierge, non, je ne peux pas dire ça. C'est comme s'il y a une dépression, c'est comme s'il ne sait plus où se situer, je ne sais pas. C'est comme un enfant maintenant qui court derrière toujours Senko, 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 dialogue, dialogue, dialogue. Alors, je dis toujours, mais pourquoi vous ne pouvez pas, si vous voulez parler avec vraiment le président Tshisekedi, est-ce que vous avez besoin d'Abbé Chol? Est-ce que vous avez besoin de Monseigneur Mouteba? Est-ce que vous avez besoin de M. Senga? Vraiment, vous voyez que maintenant, j'ai vu une vidéo là, je ne sais pas si elle est ancienne ou elle est nouvelle, où tu es en train de parler de Kabila, des gens qui suivent Kabila et des choses comme ça. J'ai vu aussi une autre vidéo où il y a un pasteur qui vous pose la question sur votre inconstance. Et c'est ce qui me dérange en vous, parce que vraiment, vous êtes un homme peut-être bien, même éloquent, intelligent. Mais si vous n'avez pas de constance, si vous changez d'avis comme vous changez vos habits ou vos culottes, je ne sais pas. Mais ça fait pas un homme, ça fait pas un leader. Alors, dernièrement, là, j'ai vu, vous disiez que non, il y a des gens qui suivent Kabila. Tout à coup, vous disiez aussi, dans cette interview-là, comme quoi tu n'as jamais changé de position. Ok, mais j'ai l'impression que Kabila était mauvais, maintenant vous signez avec Kabila. Katumbi, mauvais, vous êtes avec Katumbi. Qui d'autre? Tous ces gens-là, Matata Mpogno, assemble avec. Alors, vous êtes où? Vous vous situez où? Et c'est là où je pense les gens de la Senco sont en train de vous rendre, vraiment de vous, euh, de vous induire en erreur. Parce que c'est à cause d'eux que vous n'avez aucun député, ni provincial, ni au niveau de l'Assemblée nationale, ni rien. Même cette histoire de Senko, oh, je ne sais pas, peut-être vous avez la foi qu'il y aura le dialogue. Mais s'il n'y a pas ce dialogue, vous avez encore une fois perdu. Mais il faut arrêter de tout le temps perdre. Il faut arrêter de tout le temps perdre. Alors voilà. Voilà. Maintenant, par exemple, cette histoire de guerre, il paraît que avant, vous n'étiez pas contre la guerre. Maintenant, vous êtes pour la guerre. Avant, vous étiez contre Kagame. Avant, vous étiez contre AFC, M23. Tout à coup, à cause de ces histoires de négociation, vous voulez aussi aller négocier avec. Cette inconstance, ça vous tue. Parce que les Congolais sont maintenant mûrs politiquement. Cette histoire où on pouvait faire une politique aussi au rabbin, ce temps-là est révolu. Alors peut-être vous êtes en train de vous tromper vraiment de temps. Il faut au moins dire, moi je vais faire ma politique, séparez-vous de la Senco. Séparez-vous, arrêtez de suivre la Senco partout. Oh, c'est comme j'ai l'impression, là par exemple, des gens comme moi, si aujourd'hui il faut te voter, mais je ne peux pas te voter quand je sais que tu es derrière la Senco, tu es derrière la France, pour chercher, pour avoir une certaine autorité, puissance politique, il faut la France. Alors que nous, on veut absolument couper des liens avec toutes ces puissances impérialistes. Ah, je ne sais pas, mais j'ai pitié avec vous parce que vous êtes une personne de bien, mais j'ai l'impression que les décisions que vous prenez ne sont pas bonnes. Alors, si on dit que vous êtes un chrétien, mais il faut avoir un pasteur qui vous dit ces choses-là.
Comment vous pouvez vous allier avec les gens de la SENCO qui vraiment s'opposent à ce qui est les sanctions contre le Rwanda, s'opposent à ce qui est le deal, s'opposent et vous savez que cela peut aider le pays. Est-ce que le problème c'est Tshisekedi ou c'est le pays? Alors, tous ceux qui profitent au pays doivent profiter aussi. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Mais ok, on peut avoir des avis différents et se respecter. Seulement, je pense que ça va pas vous aider si vous continuez comme ça. Vous risquez vraiment de ne rien, ok, mourir comme Étienne Tshisekedi. Mais Étienne Tshisekedi, au moins, il a beaucoup de gens qui sont derrière lui. On dit un mausolée ou une mausolée, je ne sais pas. Alors, il a quelque chose comme ça. Qui va construire des mausolées pour toi? Personne. Que je ne sais pas, les gens décidé. Vous pensez? C'est pourquoi il faut faire quelque chose. La politique, c'est pour faire quelque chose dans la vie, changer la vie des gens. Maintenant, par exemple, là, on parle d'Eliaou, il a changé la vie des gens. Les gens parlent de Jean-Pierre Bemba, il a changé quelque chose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qu'ils font? Non. Mais au moins, ils sont en train de faire quelque chose. On voit quelque chose. Maintenant, on parle de Mme Kwamba. Qui aurait pu savoir la compétence de cette femme-là si elle n'était pas aux affaires? Alors, vous avez la possibilité d'être là. On vous appelle pour la consultation. Vous ne voulez pas, vous voulez seulement rester. C'est comme ici chez nous. Je ne sais pas s'il faut faire cette comparaison. Quelqu'un qui faisait toujours de la politique ici en Allemagne, La Fontaine, quelqu'un qui faisait toujours la politique ici, de bruit. On lui a donné le ministère des Finances, il ne peut rien. Aujourd'hui, dans les oubliettes de tous les Allemands, c'est la même chose, ça va se passer. Si vous ne faites pas attention, et vous et M. Peng, que le Seigneur nous bénisse.